Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je vous invite à entrer, chers amis, dans la salle des assises des Pyrénées-Orientales à Perpignan le 21 juillet 1938. Essayez de vous frayer un chemin dans les couloirs déjà envahis par la foule et ensuite, si nous ne trouvons pas une place sur un banc dans la salle bondée, eh bien tant pis, nous resterons debout. Mettez un chemisier léger car il fait très chaud. Ce 21 juillet 1938, Perpignan détient pour la France le record de la chaleur. Regardez. Voici le jury, puis la cour. La séance va s'ouvrir. Le président, monsieur Le Cambière, d'un geste large et d'une voix autoritaire, nous invite au calme, à la réserve et à la discrétion. On le comprend. Et l'on comprend aussi pourquoi le front et les mains des magistrats sont moites. La température y est sûrement pour quelque chose, mais surtout, ils vont avoir à juger devant nous quelqu'un qu'ils connaissent très bien, un membre de la profession. Oui, chers amis, aujourd'hui, 21 juillet 1938, on juge Madame Suzanne Delaris, avocat au barreau de Perpignan. Et elle les connaît tous, défenseurs, accusateurs, magistrats et jusqu'au greffier. Madame Delaris vient répondre de son crime devant ses anciens amis. L'heure est difficile pour les gens de justice. Et je me trompe fort ou bien le verdict de cette cour ne va pas manquer au moins de vous surprendre. Oh, c'est affreux, monsieur le commissaire. Ce malheureux monsieur Fernand, il s'est suicidé. Qui aurait pu penser un homme si bien, si correct, si vivant? Le commissaire Roca du premier arrondissement de Perpignan esquisse une moue dubitative. Suicidé, c'est à voir. Mais il préfère ne pas donner son opinion tout de suite à la vieille Madame Pousse, la logeuse. S'il lui annonce que son locataire a bel et bien été assassiné, elle va encore s'effondrer et il ne pourra pas en tirer grand-chose. Mais calmez-vous, madame, calmez-vous. Oh, comment voulez-vous, monsieur le commissaire? J'ai 74 ans, je vais sur mes 75. J'ai jamais vu une chose aussi horrible que ça. En disant ça, la septuagénaire désigne d'une main qui tremble la porte de la chambre du premier, une porte derrière laquelle il y a effectivement un spectacle pas joli à voir. Et comment se fait-il que vous l'ayez trouvé? C'était votre habitude d'aller le réveiller? Oh, pour ça, non. Non, monsieur Fernand faisait ce qu'il voulait depuis qu'il était tout seul. Mais c'est ce monsieur qui est là. Il est venu sonner ce matin pour chercher monsieur Fernand. Ah bon? Approchez, monsieur. Pour quelle raison veniez-vous chercher monsieur Delaris? Eh bien, monsieur le commissaire, je suis huissier. Comment ça, huissier? Vous veniez pour une saisie? Non. C'est-à-dire, je suis portier, quoi. Je fais le groom à la compagnie algérienne, la banque où travaille... où travaillez, monsieur Fernand Delaris. Et vous venez le chercher tous les jours, comme ça? Non, je suis jamais venu. Non, mais ce matin, vers 10h, 10h30, le directeur, monsieur Roch, a commencé à chercher monsieur Fernand Delaris dans tous les bureaux. Il était étonné parce que monsieur Delaris n'est jamais en retard à un rendez-vous. Et c'était bien marqué sur son carnet. Pour aujourd'hui, 22 mars, il devait se voir, je crois, au début de la matinée. Alors le directeur était pas content. Il m'a dit comme ça, allez donc chercher monsieur Delaris chez lui, 8 avenue Paul Doumer. Alors je suis venu. Alors j'ai sonné. Alors la propriétaire m'a ouvert. Alors elle m'a dit qu'elle l'avait pas encore vu ce matin et que les volets étaient fermés. Et alors, fait le commissaire avec un demi-sourire, ben alors, poursuit le portier sans y voir malice, alors elle est redescendue en hurlant, au secours, au secours, au secours. Ha! J'aurais bien voulu vous y voir, vous. S'indigne la vieille dame qui n'a pas perdu un mot du récit. J'aurais bien voulu vous voir, hein? Si vous l'auriez pas crié en voyant cela. C'est que j'ai 74 ans, monsieur. Je vais sur mes 75. Oui, nous savons, madame, nous savons. Racontez-moi, pour vous, comment ça s'est passé? Madame Pousse essuie dans son tablier les verres à double foyer légèrement embués de ses lunettes. Moi, je voulais pas le déranger, monsieur Fernand. Mais comme ce monsieur avait l'air de dire que c'était pressé, alors je suis monté. Puis d'abord, sur le palier, j'ai vu que la porte de l'appartement n'était pas fermée. Vous voulez dire qu'elle était grande ouverte? Non, pas en grand. Ouverte de ça, à peu près. Et madame Pousse écarte ses mains ridées d'une vingtaine de centimètres. Alors donc, je me suis dit, il doit plus dormir. Ah, il dormait quand même. Enfin, j'ai pensé qu'il dormait quand même, puisqu'il n'a pas répondu quand j'ai frappé. Alors j'ai poussé la porte. Il faisait noir à l'intérieur. Je suis rentré dans la chambre.
J'ai bien cru qu'il était dans son lit parce que je voyais son pyjama à rayures. Mais vous comprenez, j'avais laissé mes lunettes en bas, alors j'ai allumé, et alors là... Et la vieille dame éclate en sanglots. Oui, oui, je comprends, madame. Le commissaire Roca met la main sur l'épaule osseuse secouée par les pleurs, et il la presse de manière rassurante. Oui, oui, je comprends. C'est là que vous êtes redescendu en appelant au secours. Une autre précision, monsieur l'huissier. Monsieur Delaris occupait une place importante à la compagnie algérienne de banque? Oh, je comprends, monsieur le commissaire. Il était sous-directeur et fondé de pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que... Non, je ne sais pas. C'est ce que l'enquête va devoir découvrir. Je vous remercie, madame. Monsieur, je vous demanderai de venir répéter vos dépositions au commissariat cet après-midi. Les portières de voiture ont claqué devant la grille. Voici le procureur de la République, son substitut, le juge d'instruction et son greffier, et à quelques mètres, le médecin légiste. Le commissaire Roca leur serre la main, les précède vers la chambre, on ouvre les volets, et malgré l'habitude que leur donne leur métier, tous ces hommes ont une hésitation avant de s'approcher du lit. Le cadavre de Fernand Delaris est dans la position détendue d'un homme qui dort. Mais quand on regarde la tête, c'est autre chose. L'œil droit est fermé, mais à la place de l'œil gauche, il n'y a plus rien qu'un trou profond, déchiqueté. D'autre part, la tempe gauche est également éclatée, et cet éclat n'est pas la sortie d'une balle, mais l'entrée d'un projectile. Les traces de brûlure et de poudre autour de la blessure sont très nettes. Le médecin légiste regarde le commissaire et les magistrats. Il n'y a pas besoin de leur faire un cours, ils ont compris. Fernand Delaris ne s'est pas suicidé. Il a été abattu à bout portant par 2 coups de feu. Et de plus, pendant son sommeil, son attitude détendue ne permet aucun doute là-dessus. Le commissaire Roca sort son mouchoir de sa poche et se penche vers le tapis. Il ramasse avec précaution 2 douilles de cuivre. 7,65, fait-il au premier coup d'œil. Arme automatique? Peu de chance pour qu'elle nous apprenne grand-chose. Enfin, on ne sait jamais. Je peux, interroge le greffier dont le teint vire au vert pomme. Il tient un coin du drap et fait mine de le ramener sur le pitoyable amas de chair qu'est devenu ce visage. Mais oui, allez-y. Mais ne touchez à rien d'autre, s'il vous plaît. Le commissaire et les autres enquêteurs se détournent du lit et commencent à visiter l'appartement à pas compter. Apparemment, la chambre n'a pas été fouillée, tout est en ordre, rien ne semble manquer. L'hypothèse du voleur assassin est à écarter d'emblée. « Commissaire! Commissaire, venez voir par ici. » C'est la voix du substitut, monsieur Noël. Le commissaire traverse un petit cabinet de toilette et passe dans une autre pièce, un salon très certainement avec quelques meubles, une petite table, des chaises et un canapé. « Par ici !» Le substitut est à 4 pattes derrière le canapé. « Regardez, il a été éventré. » Eh oui. Tout le tissu du dos du canapé a été ouvert d'un bout à l'autre avec des ciseaux. Et cela fait effectivement une cachette où un être humain peut se dissimuler sans risque d'être découvert. Seul indice, un morceau de laine est accroché à un ressort, comme arraché à un vêtement. Et ce n'est pas tout. L'assassin devait être coléreux. Le commissaire désigne des petits morceaux de papier éparpillés par terre. C'est une photo. Une photo qui a été déchirée rageusement. Le greffier s'agenouille et en rapproche délicatement 2 ou 3. Mais c'est lui. Et pas de doute, c'est bien lui. On reconnaît effectivement sur ce portrait déchiré la victime, Fernand Delaris. La photo a été arrachée à son cadre, et dans un cadre voisin, une autre est restée intacte. Une femme, fort belle, qui sourit doucement. « Cherchez la femme, dit un proverbe connu de tous les policiers. Celle-là les mettra-t-elle sur la piste? » La solution n'est pas évidente, murmure le commissaire Roca dans la voiture qui traverse les faubourgs de Perpignan. Bon. Premièrement, Delaris a été assassiné en plein sommeil par 2 coups de pistolet dans la tête tirés à bout portant. Deuxièmement, selon toute probabilité, l'assassin s'est dissimulé dans le canapé déchiré. Ensuite, on peut penser que la victime et le meurtrier se connaissaient puisque celui-ci a pu pénétrer dans la maison sans forcer la porte, donc avec une clé. Enfin, l'assassin devait en vouloir violemment à Delaris, puisque, alors qu'il a accompli son forfait avec une certaine méthode, il n'a pas pu résister à l'impulsion de détruire la photo. Pour l'instant,
Cela ne nous mène pas très loin, estime le commissaire. D'autre part, que savons-nous de la vie privée de la victime? Beaucoup de choses. On peut même dire que nous savons presque tout. Il est bien utile de savoir écouter les vieilles logeuses. En quelques minutes, celle-là nous a fait un portrait détaillé de son locataire. Fernand de Laris a été marié une première fois. Il a divorcé pour épouser sa maîtresse, Suzanne. Celle-ci aussi avait été mariée. Elle s'était séparée de son premier mari à peine un mois après son mariage. Devenue Madame Suzanne de Laris, elle n'a supporté la vie conjugale que pendant un trimestre. À partir de ce jour-là, les choses se sont gâtées et elle a quitté son mari Fernand alors qu'elle était enceinte. C'est certainement une nature, pense le commissaire Roca. Mais de là à supposer qu'elle s'est introduite chez son époux et qu'elle l'a tué, il y a une marge. D'autant plus que la mystérieuse femme dont on a retrouvé le portrait intact chez le défunt, eh bien cette femme n'était pas la première épouse de Fernand de Laris. Et le portrait ne représente pas non plus Suzanne de Laris. C'est donc vraisemblablement une maîtresse. Or, que fait une femme jalouse? Déchire-t-elle rageusement le portrait de son mari sans toucher à celui de la maîtresse? Je serais curieux. Enfin, le mieux, c'est d'aller demander les précisions à cette fameuse Madame Suzanne de Laris. Le commissaire interrompt ses pensées car justement la voiture s'arrête dans le village d'Elne, devant la villa El Plagnol, où habite Suzanne de Laris. 34 ans, belle, intelligente, mondaine, sportive accomplie. Voici Maître de Laris, la femme du mort. Elle est en effet avocat. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Un choc d'abord lorsqu'on lui apprend l'assassinat de son mari, une émotion qui se marque nettement sur son visage. Et puis... Messieurs, je suis à l'entière disposition du parquet. Un temps ensuite. Mais ceux qui voudraient faire retomber les soupçons sur ma personne en seront pour leur courte honte. Je n'ai pas bougé d'ici depuis 2 jours. C'est la présence d'esprit et les termes tranchants d'une personne habituée aux interrogatoires. Mais, sur le plan humain, cette hâte à se disculper étonne quelque peu. C'est suffisant pour que la conversation se poursuive dans le cabinet du juge d'instruction, un homme que Suzanne de Laris connaît bien. L'entretien va se dérouler pendant 11 heures, et les enquêteurs vont obtenir une première confession. Oui, en effet, messieurs, je reconnais être allé à Perpignan hier soir. J'avais l'intention de surveiller à distance mon mari pour savoir si j'avais une chance de le faire prendre un jour en flagrant délit d'adultère. À 21 heures, je me suis caché en face de son domicile derrière une pile d'énormes tuyaux en ciment déposés dans le terrain vague. À 22 heures, Fernand est entré, rejoint quelques instants plus tard par une femme que je n'ai pas pu reconnaître. J'ai repris ma voiture et je suis rentré. L'interrogatoire reprend après une courte nuit de sommeil. Nouvel élément, Suzanne de Laris était appelée à comparaître bientôt en correctionnel sur plainte de son mari pour non-présentation d'enfant. Elle avait en effet accouché d'une petite fille peu de temps après la séparation et s'était arrangée pour ne jamais montrer l'enfant au père en prétextant la brutalité occasionnelle de cet homme pourtant réputé pour sa douceur et sa gentillesse. On interroge parallèlement la mère de Suzanne, Madame Garrigue, et un dénommé Padridge, officier de réserve, cousin de l'avocate. Suzanne de Laris passe la journée entière assise sur une inconfortable chaise dans le bureau du commissaire. Elle résiste et déjoue toutes les ruses de l'interrogatoire. Vers 21 heures, alors que les policiers avalent rapidement une omelette et un verre de vin sur le coin de la table, Suzanne de Laris s'assoupit. On la réveille aussitôt et les questions reprennent. Minuit passe. La suspecte est brisée de fatigue. Soudain, elle glisse doucement en bas de son siège, évanouie. Les policiers ont-ils raison? Ont-ils seulement le droit, humainement, d'utiliser ce genre d'arme contre une personne qui, selon la loi française, est présumée innocente jusqu'à ce que l'on ait prouvé formellement sa culpabilité? Toujours est-il que c'est une méthode qui a fait ses preuves. Et là encore, pitié. Pitié pour mon enfant. Suzanne de Laris revient à elle et elle pleure. Pitié. Pitié pour mon enfant, pour ma mère. Pitié pour moi qui ai tué mon mari. C'est l'aveu. Enfin.
C'est aussi le moment où le greffier arrive en bas de la dernière page blanche qui lui reste, tellement les questions ont été nombreuses. Il descend en courant, réquisitionne une papeterie d'où il ressort toujours au pas de gymnastique, avec 2 rames format réglementaire sous le bras. Avant-hier, 21 mars à 20h30, je me suis introduite dans l'appartement de mon mari. J'ai éventré le divan pour m'y cacher. Mais j'ai renoncé. J'ai attendu, accroupi derrière. J'avais sur moi le pistolet automatique acheté l'année dernière à mon cousin Patridge, au moment des troubles communistes. Fernand est rentré à 22h30. S'est couché, a feuilleté un livre. Vers minuit, il a éteint. Je me suis approché de lui en silence. Je l'ai tué. Voici la 2e version des faits donnée par Suzanne Delaris, une version contenant un aveu, mais qu'est devenue la femme mystérieuse du premier récit? Précisément, les policiers ont identifié celle dont le portrait intact a été retrouvé dans la maison du mort. Il s'agit d'une femme mariée, Madame G. Et que faisait Madame G la nuit de l'assassinat? Ce soir-là, Fernand Delaris, c'est établi maintenant, Fernand Delaris était au cercle perpignanais L'Eau-Pardal. Il l'a quitté plus tôt que d'habitude, vers 22h, à la suite d'un coup de téléphone qu'il appelait dehors. Sa maîtresse, Madame G, désirait le rejoindre chez lui. « Allons, Madame Delaris. Vous ne nous avez pas dit toute la vérité. » Implacable, le commissaire Roquin interroge à nouveau l'avocate dès le lever du jour. Avant votre aveu, dans la première version des faits, vous avez mentionné l'arrivée, peu de temps après votre mari, d'une femme que vous n'avez pas reconnue. Nous avons toutes les raisons de croire que cette femme a effectivement visité M. Delaris vers 22h30. Et je vais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas de l'extérieur de la maison que vous avez observé son arrivée, mais bel et bien tapis à l'intérieur, dissimulé avec votre pistolet à quelques mètres à peine dans la pièce voisine de la chambre à coucher où votre mari recevait cette femme. Allons, Madame Delaris. Mais non, commissaire, je vous assure que je vous ai dit l'exacte vérité. Ne mentez pas, madame. À quoi sert de masquer la vérité? Nous la saurons de toute manière dès que Madame G aura été entendue. D'ailleurs, reconnaissez-vous cette veste de lainage? Oui, elle m'appartient. Eh bien, je peux vous dire que c'est celle que vous portiez lorsque vous avez commis votre crime. Nous l'avons retrouvée chez vous, et le tissu correspond exactement à un brin de laine qui était resté accroché au ressort du canapé, à l'intérieur du canapé déchiré, Madame Delaris. Cette fois, c'est la version définitive que les policiers vont entendre. Oui. Vers 20h30, j'ai pénétré dans le pavillon habité par mon mari, 8 avenue Paul Doumer. J'en avais conservé la clé. La logeuse ne m'a pas entendu. Dans le salon, avec une paire de ciseaux, j'ai éventré l'arrière du canapé et je m'y suis allongé en tenant à la main le pistolet automatique de mon cousin Patridge. À 22h30, mon mari est entré et quelques minutes plus tard, c'est cette femme qui l'a rejoint. Alors je les ai entendus, monsieur le commissaire. Et je les ai entendus. Jusqu'à minuit passé. La femme s'est rhabillée, elle est sortie. Mon mari est alors venu dans le cabinet de toilette, juste de l'autre côté de cette porte. Il a fait longuement ses ablutions, et puis il s'est remis au lit. Lorsque j'ai été sûr qu'il était endormi, je suis sorti du canapé et je suis allé le regarder dans sa chambre. Il dormait profondément, complètement avachi par les caresses de cette femme. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai fait sauter d'un coup de pouce le cran de sûreté du pistolet. Je l'ai appuyé contre sa tempe et j'ai tiré. J'ai tiré 2 fois. J'ai eu l'impression de 2 coups de canon. Pourtant, la logeuse n'a rien entendu et je suis redescendu doucement, j'ai repris ma voiture et puis je suis revenu chez moi pour allaiter mon bébé. Mais avant de partir, Madame Delaris, vous avez encore déchiré la photo de votre victime. Pourquoi pas celle de sa maîtresse? Je n'en voulais qu'à lui, monsieur le commissaire. Voilà. Voilà, chers amis, le récit de cette enquête brève et significative, et vous pensez sûrement que ce crime et son déroulement seront le centre des débats qui commencent. Alors que, je vous le rappelle, nous sommes debout, au milieu de la foule, devant la cour des assises des Pyrénées-Orientales, dans la chaleur presque insupportable de ce 21 juillet 1938. Eh bien, vous vous trompez.
Ces hommes, ces magistrats, ces avocats, qui ont à déterminer la culpabilité de l'une des leurs et à condamner à sa juste peine l'avocate meurtrière, ces hommes vont trouver un autre sujet de préoccupation. L'enquête et les aveux seront racontés, bien sûr, mais brièvement. Et de quoi va-t-on parler? Sur quoi va-t-on plaider? On va parler intérêt. On va plaider contre la victime, contre le mort, qui repose maintenant depuis quelques mois à peine au cimetière de Collioure. Madame Garrigue, la mère de Suzanne de Laris, avait mis au compte du ménage une somme de 600 000 francs. Du fait de la communauté, cette somme appartenait de moitié à M. Fernand de Laris. Il venait d'intenter de gagner un procès contre sa femme pour disposer à sa guise de cet argent. C'est faux. C'est Madame de Laris qui bloquait tout, avec son naturel procédurier. Monsieur de Laris, dès la décision de justice rendue, a déposé cet argent chez un notaire au nom de son enfant, un enfant que sa mère ne lui avait jamais montré. Oui, chers amis, c'est là-dessus, sur ces sordides questions d'intérêt, que vont porter les débats. Et on va oublier ce témoin à qui Suzanne de Laris avait demandé « Vous connaissez un gitan qui, moyennant 20 000 francs, se chargerait de descendre mon mari ?» On va oublier cette lettre que Suzanne de Laris écrivait à un avoué quelques heures après son crime pour lui demander de prévenir son mari qu'elle lui présenterait l'enfant le dimanche suivant. N'est-ce pas là une tentative pour détourner les soupçons? Mais on va l'oublier. Comme on oubliera aussi le pistolet chargé de 8 balles qu'elle avait emporté, comme on oubliera les sandales légères qu'elle avait chaussées pour ne pas risquer de réveiller sa victime, comme on oubliera les longues heures d'attente immobile à l'intérieur du canapé déchiré. Oui, tout cela a été évoqué pendant ce procès, mais les jurés, les juges, les avocats ne s'en souviennent plus, semble-t-il, puisque Suzanne de Laris est reconnue coupable d'assassinat sans préméditation, avec circonstances atténuantes. 5 années de réclusion sans interdiction de séjour. Voilà la peine prononcée. Le procureur de la République demande à la Cour de déchoir la condamnée de ses droits maternels et de lui retirer cet enfant de 13 mois. Le président déclare que la Cour n'est pas compétente et se retire. La petite Françoise sera élevée en prison. Comme mot de la fin, je vous propose celui d'un journaliste de l'époque. 5 ans, ce n'est pas cher en matière de châtiment. C'est une sorte de monoprix. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Aplati dans les broussailles, Roger Champenois maintient d'une main la petite fille au sol et de l'autre frappe sur l'épaule de son compagnon. « Écoute, Darge, si tu as peur, tire-toi. C'est le moment. » Le nommé Darge a peur, sans aucun doute. Il transpire, et son visage est blême. D'une voix chevrotante et sans oser regarder Champenois, il répond « T'as tué la mère et la fille, Roger. Tu les as tués. Tu les as tués. Ferme ça, idiot. C'est bien fait pour elle. » L'œil aux aguets, Roger Champenois examine les alentours. La forêt est calme, la nuit bien noire, personne à l'horizon. Le colosse redresse sa haute taille, relevant en même temps la fillette dont les longues tresses accrochent les broussailles. Darge, son copain infirme de naissance, chétif et toujours grelottant de peur, reste accroupi derrière les buissons. Il ne dit plus rien. D'une bourrade, Champenois le bouscule. « Allez, tire-toi, tu crèves de peur. » Cette fois-ci, l'infirme ne demande pas son reste. Aussi vite que le lui permettent ses petites jambes, il se faufile dans les fourrés jusqu'à la lisière du bois. Mais avant de disparaître, il a le temps d'entendre la menace que lui jette Champenois dans le dos. « Et gare à toi! Gare à toi si tu vas raconter tout ça !»
Il n'en court que plus vite encore, trébuchant sur le sentier qui mène au village. Il court comme un dératé, sans s'arrêter, et c'est à bout de souffle et de force qu'il tambourine à la porte du café. Le téléphone, vite, vite, il faut prévenir les gendarmes. Quelques minutes plus tard, c'est fait. Les gendarmes sont prévenus et le malheureux Darge, terrorisé à l'idée qu'il a vendu son copain, explique au cafetier ébahi. « C'est Champenois. Oui, c'est Champenois. Il a tué l'épicière et l'une de ses filles. Il a pris l'autre en otage. Il est parti se cacher dans la forêt. À croire qu'il est devenu fou. J'étais avec lui. J'ai rien pu faire. » Pendant ce temps, dans la forêt de Busnol, près de Houdemont, en Belgique, Roger Champenois s'assied sur les feuilles mortes. À côté de lui, Claudine, 13 ans, la fille de l'épicière du village. Il la tient, comment dire, en laisse, comme un petit chien, à l'aide d'une écharpe qu'il lui a passée autour du cou. Claudine ne bouge pas. Tout à l'heure, elle a levé ses grands yeux sur Roger le bûcheron qu'elle connaît bien, et elle lui a demandé calmement « Moi aussi, tu vas me tuer ?» Et Roger a rétorqué en bougonnant « Tu crois pas que je l'aurais déjà fait si j'avais voulu ?» L'enfant a hoché la tête en silence, et depuis tous deux se taisent. Ceci n'est qu'un épisode de plus dans la vie de Roger Champenois le bûcheron, et si son histoire ne commence pas là, elle ne finit pas là non plus. Elle ne finira peut-être jamais d'ailleurs, car dans les 4500 pièces du dossier Champenois, il en manque toujours une au moment où je vous parle. Aujourd'hui, à peu de choses près, Roger Champenois a 43 ans. À l'époque où se situe notre action de départ dans la forêt de Busnol, il en a 33. Mais nous devons faire un autre bond en arrière de 10 ans et retrouver notre homme à 23 ans pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ce grand escogriffe d'un naturel plutôt lymphatique se terre dans les bois de son village avec une otage de 13 ans. À 23 ans, Roger est un grand garçon pas très malin, illettré et taciturne, une sorte d'ours au visage carré. Il est ouvrier forestier depuis qu'il est en âge de tenir une masse d'abattage. Ses muscles sont impressionnants. Il fait un peu peur aux jeunes filles des environs, et il aurait certainement eu du mal à se marier si une riche dame des environs n'avait un jour levé ses yeux gourmands sur lui. Élisabeth Dagnan est surnommée un peu par dérision la châtelaine d'Houdemont. Sa fortune, évaluée à 2 millions de francs belges, lui vient d'un passé sentimental lucratif et notamment d'un médecin de la région qui l'a installé dans ses meubles et royalement doté. C'est ainsi que l'ex-serveuse de bistrot Betty Larousse était devenue châtelaine et c'est ainsi que Roger le bûcheron vint un jour tailler dans ses coupes de bois. Selon la bonne tradition de Lady Chatterley, Élisabeth, subjuguée par les muscles de l'homme des bois, ne tarda pas à lui faire des avances, et même lui proposa le mariage. La cérémonie eut lieu le 12 juillet 1954. L'homme des bois avait 23 ans, la châtelaine 50. En rentrant de leur voyage de noces, Élisabeth acheta une ferme à Houdemont, 1 hectare de terrain, de la prairie et du matériel agricole et engagea du personnel. La vie rêvée pour un bûcheron lymphatique tel que Roger Champenois. Un jour que son copain l'infirme lui demandait « À ton avis, pourquoi il t'a épousé ?» Roger répondit « Oh, sans doute pour avoir de la compagnie. » Ce qui prouve qu'il ne se faisait aucune illusion sur la qualité des sentiments de son épouse. D'ailleurs, il avait raison car en 1956, 2 ans après leur union, Élisabeth décide tout à coup que Roger mène une vie de feignant. Elle l'oblige à s'engager comme ouvrier d'usine, se fait envoyer directement le salaire de son époux et lui remet généreusement 100 francs chaque dimanche, comme argent de poche. Par contre, Élisabeth, qui roule en voiture, se rend souvent à la ville, elle, s'y installe dans un restaurant connu, déguste un repas succulent, arrosé d'une bonne bouteille et fait de plus en plus de frasques. Elle disparaît une première fois 15 jours, puis 2 mois,
et raconte qu'elle va rendre visite à une tante alibi, à Var. Ce qui frappe surtout les rares amis qui fréquentent la ferme, c'est le mépris avec lequel elle traite son mari. Elle le renvoie quand elle a des visites, le met à la porte comme un chien toute une nuit, se plaint ouvertement de sa bêtise et va même jusqu'à le menacer d'un fusil. Mais Roger, placide, ne se fâche jamais. Il se contente de la traiter de vieux tas et disparaît dans les bois jusqu'à ce qu'elle se calme. Dans les bois. C'est là qu'il se cache, la nuit, des années plus tard, avec la petite Claudine comme otage. Cette fois, les gendarmes l'ont repéré. Ils se terrent à distance respectueuse, l'arme à la main. Roger les entend chuchoter et guette leur déplacement au craquement des feuilles sèches. Il est plaqué contre un arbre. Provisoirement, il a lâché Claudine en lui recommandant de se coucher par terre. « Ne bouge pas, petite. » Claudine ne bouge pas. Depuis que Roger l'a traînée de force jusqu'ici, elle est restée d'un calme impressionnant. Elle observe le déroulement des opérations sans peur excessive. Si bien qu'elle ne tressaille même pas lorsqu'elle entend à quelques mètres d'elle une voix qui chuchote « Claudine! Claudine, tu m'entends ?» Les yeux de la petite fille se tournent vers Roger qui s'est légèrement déplacé pour atteindre le sac de provisions qu'il traîne avec lui. Il n'a rien entendu. Il est trop loin d'elle. Alors, sans bouger, elle répond « Oui, lève-toi. Lève-toi doucement et cours sur ta gauche. N'aie pas peur. Nous sommes les gendarmes. » Claudine obéit. Elle se lève lentement, puis court de toutes ses forces et atterrit dans les bras d'un gendarme. Ce dernier opère une retraite rapide et quelques secondes plus tard, l'enfant est à l'abri. Roger s'est redressé trop tard. Il a compris. D'un bond, il ramasse ses 2 fusils et disparaît dans le noir, son sac de provisions autour du cou. Il échappe à des centaines de gendarmes qui croyaient l'encercler, à une armée de volontaires, d'anciens maquisards et de militaires qui vont fouiller la forêt sans résultat pendant des jours entiers. Roger connaît la forêt comme sa poche. Il y a vécu pendant l'occupation allemande et elle s'étend sur des kilomètres. Bien malin qui dénichera le renard qu'il est devenu. Mais la fin de ce premier épisode comporte une bonne nouvelle. L'épicière et sa fille, la sœur cadette de Claudine, le petit otage courageux, ont échappé à la mort toutes les deux. Roger a cru les tuer, mais dans sa rage, il a frappé avec sa hache n'importe comment. La femme et l'enfant étaient couchés, les oreillers ont pris la plus grande partie des coups, fort heureusement. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Au début de juillet 1963, après 11 ans d'un mariage de plus en plus mouvementé, Roger connaît quelques semaines de tranquillité. Son bourreau d'épouse, qui va sur ses 60 ans, subit en clinique une légère opération au pied gauche. Il quitte l'usine où il étouffe et retrouve la ferme, la liberté et la forêt qu'il aime par-dessus tout. Au bout de 20 jours, c'est presque avec plaisir qu'il se retrouve. Elisabeth est de bonne humeur, Roger est souriant. C'est du moins ce que constate le chauffeur de taxi qui ramène l'éclopé au bercail. D'ailleurs, dès le lendemain, elle annonce qu'elle va se reposer 4 semaines chez sa tante, enfin la fameuse tante alibi, à Var. En partant, elle demande à son boucher habituel de continuer ses livraisons et notamment de livrer le mardi suivant, le 23 juillet, pendant son absence. Ce jour-là, le boucher livre la viande et c'est Elisabeth elle-même qui le règle. Elle n'est donc pas partie. Attention, c'est là que rien ne va plus. Premièrement, le boucher, qui dit avoir vu Elisabeth le 23 juillet 1963, le dit 8 mois après, c'est-à-dire en mars 1964. Alors, oublions-le pour l'instant, car Roger, lui, dit exactement le contraire, puisqu'il prétend avoir conduit sa femme à la gare le lundi matin 22 juillet, elle allait voir sa fameuse tante. Au mois d'août, sans nouvelles d'Elisabeth, il va voir les gendarmes, leur dit qu'elle n'est pas rentrée, et ne peut même pas donner l'adresse de la tante, qui d'ailleurs n'a jamais existé. Les gendarmes ne prennent pas sa demande de recherche au sérieux, et Roger retourne à la ferme. 2 mois s'écoulent. La rumeur publique commence à s'émouvoir, et la justice décide de l'interroger. « Pas de nouvelles de votre femme ?»« Ah si, dit Roger.
Elle est passée me voir le 20 octobre. Elle était en voiture avec un monsieur. Elle m'a dit qu'elle habitait à Louvain avec lui, qu'elle y resterait pour l'hiver. Et vous n'avez pas averti les gendarmes? Bah, la première fois, ils ont rien voulu faire, alors. Le plus étrange, c'est qu'Elisabeth n'est restée que quelques minutes d'après son mari. Et ce n'est pas tout. Quelque temps plus tard, au cours d'un nouvel interrogatoire, Roger apprend au juge qu'il a reçu 2 lettres, une en octobre et une en février, et qu'il les a brûlées comme sa femme le lui avait demandé. Mais des lettres de qui? Adressées à qui? Roger a une moue dubitative. J'en sais rien, je sais pas lire. Alors comment saviez-vous qu'il fallait les brûler? Elisabeth m'avait dit de brûler s'il y avait une croix dessus. Et il y avait une croix. Relâché par le juge, assez perplexe, Roger se plaint au curé du village. Elle sera punie, j'espère. Elle sera punie pour tous les ennuis qu'elle me donne. Hélas, les ennuis ne sont pas finis. Au mois de mars, arrive le témoignage tardif mais troublant du boucher qui aurait vu Elisabeth le 22 juillet. Elle aurait même écrit de sa main sur son carnet une commande pour le samedi suivant. Roger le bûcheron est arrêté le 1er avril. Drôle de farce. On fouille le jardin de la ferme, les prairies, les bois. On cherche en vain le corps d'Elisabeth. On recueille des centaines de lettres et autant de témoignages, qui sur le mari, qui sur la ferme. Et de guerre lasse, et faute de preuves, faute surtout de cadavres de ce crime présumé, on relâche Roger Champenois au mois de juin 1964. Dès le lendemain, Roger se remet aux travaux de la ferme. Il semble moins renfermé, plus sociable, comme si la prison l'avait dégourdi. Il cherche même du travail. Mais le village accuse. Certains le traitent même d'assassin au passage. Les forestiers n'ont plus de travail pour lui. L'usine non plus. Roger redevient l'ours qu'il était. Il fuit tout le monde, n'ouvre à personne, sauf à son ami Darge, l'infirme. Et tous deux rêvent d'aller se réfugier dans les bois et d'y vivre. Roger se met à boire et à dépenser tout l'argent dont il dispose en ruminant des idées de vengeance. Ces idées, il les rumine toujours, du haut des arbres, où il observe depuis plusieurs jours l'immense partie de cache-cache qu'il joue seul contre une armée de gendarmes. La nuit, il se glisse entre les gardes et dort dans les meules de foin. Il a faim. Il a froid. Depuis le 20 août, il a largement englouti ses provisions. Nous sommes le 29, et la veille, il s'est échappé de justesse d'une cave où il s'était réfugié. Il a dû abandonner sa veste et ses bottes qu'il avait retirées, quelques carottes et des poires. Maintenant, il marche en chaussettes, l'estomac creux. Sa grande carcasse s'épuise tout doucement. Il ne lui reste que la vengeance. Il la voulait terrible, cette vengeance, après son retour au village. Darge, l'infirme, a bien essayé de l'en empêcher, mais ils se sont disputés tous les deux. Darge a peur, et le bûcheron le traite de dégonflé. Darge se sauve, mais le bûcheron le rattrape. Si tu ne marches pas, tu t'en repentiras. Et tu sais de quoi je suis capable. Ce qu'il voulait, c'était la mort de l'épicière, Denise Goury. Elle avait raconté au juge pendant l'instruction une histoire de chaux vive que lui, Roger, aurait achetée chez elle au moment de la disparition de sa femme. Alors, il fallait faire disparaître cette faiseuse de ragots. C'est une véritable expédition punitive que montent Roger et Darge ce jour-là, avec déguisement, cagoule noire, gants blancs et chaussures souples. L'un gigantesque et hargneux, l'autre minuscule et terrorisé. Une échelle le long du mur de l'épicerie, Roger grimpe le premier. En bas, une Jeep est prête à partir, contact allumé. Mais l'épicière n'est pas seul, les enfants se mettent à hurler. Roger cogne à tort et à travers avec sa hache sur un lit. Il vole 2 fusils, fait le plein de victuailles dans le magasin en prévision de sa retraite dans les bois. Une gamine surgit, c'est Claudine. Il la traîne avec lui dans la Jeep, poussant en même temps à coups de pied son compagnon grelottant. Tout le temps de leur fuite rocambolesque jusqu'à la ferme, où Roger donne des vêtements à l'enfant en chemise, Darge ne cesse pas de pleurer qu'il veut s'en aller. Roger finira par céder. C'était au début de ce dossier extraordinaire. Le 1er septembre, à la nuit, après 11 jours de chasse à l'ours, Roger est en pleine forme, ou presque. Il a réussi à voler sur une table de ferme où l'on célébrait un mariage, un jambon de 7 kilos, un veston et 2 vieilles bottes. Un peu rassasié, il se laisse surprendre par un peloton de gendarmes. Il court à travers champs, on tire sur lui sans l'atteindre,
et il réussit à grimper tout en haut d'un chêne sans se faire voir. Malheureusement, quelques instants plus tard, un gendarme l'aperçoit par hasard en levant les yeux. Depuis longtemps, Roger n'avait plus d'armes. Rien qu'un chapelet dans la main, que son copain d'Arges, peureux mais croyant, lui avait donné. En novembre 1965, après 11 jours d'audience, Roger Champenois est condamné aux travaux forcés à perpétuité pour un meurtre sans cadavre. Il n'y a aucune preuve formelle, mais les jurés ont estimé les présomptions suffisamment graves. Roger, que la presse a surnommé le Domenici belge, n'a même pas bénéficié du doute, et l'on a vu des journalistes surpris par cette peine maximale en Belgique parler d'erreur judiciaire. Roger niait et nie toujours. Sur quoi s'est appuyée l'accusation? Sur la présence à la ferme des lunettes, du portefeuille et des bijoux de la disparue, et sur le fait que son compte en banque n'a jamais été touché. Finalement, en dehors d'un témoignage, celui du boucher, survenu 8 mois après les faits, je vous le rappelle, l'accusation ne joue que sur des invraisemblances. C'est pourtant elle que les jurés ont suivi. Mais dans les milieux judiciaires, un malaise persiste. Quant à Roger Champenois, il n'a rien compris aux 4500 pièces du dossier, rien aux termes juridiques, rien à la plaidoirie de son avocat. Il n'a même pas compris qu'on l'enfermait en prison pour la vie, puisqu'il a demandé ce qu'il fallait faire pour en sortir et pour combien de temps il était là. 10 ans ont passé. Roger a 43 ans. Il est encore en prison, sûrement. S'il a tué sa femme, on comprend pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il en a fait, alors? Et s'il a été si malin pour réussir un crime parfait, pourquoi se serait-il bêtement jeté dans la gueule du loup en essayant maladroitement d'assassiner une épicière trop bavarde? Évidemment, elle parlait de chaux vives, cette épicière. Mais l'accusation n'a même pas retenu ce ragot. Et si la châtelaine d'Oudemont avait réellement disparu, de sa propre initiative? Aujourd'hui, elle irait sur ses 71 ans. Qui sait si Roger Champenois n'est pas veuf maintenant, sans le savoir. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Londres, le 15 mars 1912. Le président des Assises de Londres s'adresse à l'accusé. Frédéric Henry Seddon, vous avez été reconnu coupable d'assassinat. Avez-vous une déclaration à faire qui soit susceptible de modifier les intentions de la Cour en ce qui concerne la peine qu'elle compte vous appliquer? Il est rare, voyez-vous, que quelque chose d'inattendu arrive derrière cette question traditionnelle qui suit un verdict de mort. Il est rare aussi que l'accusé utilise le droit de parler une dernière fois devant ses juges avant qu'il ne prononce la peine. Le choc est si grand devant la réalité de cette décision de mort que l'on va peut-être signifier à un homme que l'homme ne trouve rien à ajouter, sauf peut-être le traditionnel « je suis innocent ». Mais Frédéric Henry Seddon est un homme inattendu.
Il se lève, sort lentement de sa poche un carnet de notes et d'une voix posée d'un ton régulier, il entame un long exposé. L'effet n'est pas immédiat car le condamné, en levant haut la tête, commence par dire « J'affirme que je suis innocent et je nie ma responsabilité dans les faits qui me sont reprochés. » Il prend un temps, un silence, puis regarde le président du tribunal droit dans les yeux. « Monsieur le Président, vous êtes franc-maçon comme moi. Comme moi, vous savez que tous les membres de notre confrérie sont tenus par le serment de s'aider les uns les autres, surtout lorsque l'un d'eux est en danger. Monsieur le Président, devant le grand maître de l'ordre, je déclare que je suis innocent du crime dont on m'accuse. » L'accusé vient de jouer sa dernière carte. Le président est franc-maçon, l'accusé aussi. Tous les deux le savent. Mais c'est la première fois dans les annales judiciaires anglaises qu'un accusé ose faire état de ce lien à haute voix et en public. Le silence s'installe dans la salle d'audience. Le président reste figé d'émotion. Pendant une bonne minute, on entendra dans la grande salle des assises que le tic-tac de l'horloge, et ce suspense inattendu n'est pas, voyez-vous, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le cas de Frédéric Henry Seddon. La voix du président tremble d'émotion. Manifestement, cet appel lui a ôté tous ses moyens. Je considère le verdict de la Cour juste et motivé. À l'étonnement du public silencieux, on s'aperçoit même que le président tente vainement de s'empêcher de pleurer. Nous sommes, vous et moi, membres de la même confrérie. C'est pourquoi il m'est d'autant plus difficile de vous dire ce que j'ai à vous dire maintenant. Henry Seddon, vous êtes condamné à être transféré dans une maison d'arrêt. De là, vous serez conduit au lieu d'exécution et pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Votre corps sera enseveli dans l'enceinte de la prison. Que Dieu ait pitié de votre âme. On n'a jamais vu un président de tribunal pleurer en prononçant une sentence, même une sentence de mort. En fait, il est totalement inhabituel qu'un président de tribunal ait l'air, d'une manière ou d'une autre, de ne pas être d'accord avec une sentence. Quoi qu'il arrive, les jurés sont souverains et un magistrat doit s'incliner. Mais la franc-maçonnerie en Angleterre et ailleurs crée des liens exceptionnels entre ses membres. D'autre part, le président avait peut-être lui aussi une intime conviction sur l'affaire Henry Seddon, la célèbre affaire Seddon, qui mobilisera l'opinion anglaise pendant des mois. Il y a 3 personnages dans cette histoire, 3 personnages qui méritent
ce que nous appellerons humblement une étude de caractère. Faisons d'abord la connaissance de Miss Barrow. Une bien drôle de femme. Disons-le tout de suite, une vieille fille de toute éternité. Il y a comme cela des femmes qui sont vieilles à 20 ans et ne font rien pour que ça change. Eliza Barrow, depuis qu'elle a 20 ans, se connaît mieux que n'importe qui. Elle a le teint brouillé, une mauvaise vue et des boutons sur le nez, c'est irrémédiable. Depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours rechigné sur la nourriture. On dirait maintenant qu'elle est anorexique, mais le pensionnat et les cornettes des religieuses en 1880 à Londres se moquaient bien de l'anorexie. On mangeait la soupe matin et soir, ou on ne la mangeait pas, c'était tout. Miss Barrow, qui a 48 ans en 1910, est donc maigre. Désespérément maigre. Cela aussi est irrémédiable. Tout ceci pour nous faire comprendre son caractère et lui attribuer quelques excuses. Elle est querelleuse à propos de tout et de rien. Un œuf plus petit qu'un autre chez la crémière suffit pour entamer une discussion interminable. D'autant plus que Miss Barrow est près de ses sous, très, très, très près. Et mieux vaut le dire tout de suite, car c'est important pour la compréhension des faits. Elle est avare. Excentrique aussi, de la vie des voisins. En fait, cela n'a rien de tellement excentrique d'adopter un petit orphelin. Le besoin de tendresse et l'instinct de maternité peuvent aller de pair avec l'état de vieille fille, justement. Mais ce que l'on pardonne le moins à Miss Barrow, c'est d'être désordonnée et sale. En juin 1910, ayant lu une annonce dans le journal, elle se présente au domicile d'Henry Seddon, le propriétaire d'un petit appartement à louer. Elle s'y installe et rapidement le transforme en véritable cabane à lapins. Il y a là son petit protégé, Ernest, qui a 10 ans, quelques chats et un couple vaguement cousin du petit Ernest. Cela fait trop de monde dans l'appartement et Henry Seddon se fâche en expulsant vigoureusement les cousins. À partir de ce jour, Miss Barrow et son propriétaire auront des relations un peu mystérieuses et connues d'eux seuls. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on y parle beaucoup d'argent, car Miss Barrow, qui vit misérablement, a de l'argent. 4000 livres d'économie, des actions, des pièces d'or et des billets de banque. Elle garde tout ça chez elle, jalousement. Elle a peur des banquiers. Mais rien n'est plus angoissant pour un avare que de dormir sur sa fortune tous les soirs. Henry Seddon, son propriétaire, s'en est rendu compte. Henry Seddon, que nous avons vu tout à l'heure devant les assises de Londres, est un homme intelligent, un homme d'affaires intelligent. Il a 40 ans. Depuis 20 ans, il travaille dans une compagnie d'assurance où il a réussi fort brillamment. Bien que le mot n'existe pas en 1910, disons qu'il est cadre supérieur. Il a sous ses ordres une armée de représentants et d'encaisseurs qui ne l'aiment pas beaucoup, mais ses patrons l'apprécient. Pour lui, c'est l'essentiel. Lui aussi est près de ses sous. Il les a amassés patiemment, régulièrement, les a placés et les défend avec âpreté. Sa femme et ses 5 enfants le craignent un peu, mais tout compte fait pour son entourage, cet homme est irréprochable et l'on peut avoir en lui une confiance totale. Cette confiance, Miss Barrow va l'avoir aussi. Et pourtant, Dieu sait qu'elle n'a confiance en personne, pas même dans sa plus proche famille, qu'elle accuse facilement de vouloir la dépouiller. Bref, 1 an après s'être installée au dernier étage de l'immeuble d'Henry Seddon, elle lui confie toutes ses économies. Seddon se charge de les placer et de lui servir une rente or de 3 livres par semaine. La transaction est d'ailleurs fort honnête. Seddon est aussi avare que Miss Barrow et finalement, il est logique que 2 avares se fassent confiance. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le troisième personnage de cette histoire, bien qu'un peu falot en comparaison des 2 autres, c'est Madame Seddon. Il faut bien en parler puisque l'histoire la concerne et que c'est elle qui la finira. Vous verrez comment. Madame Seddon
À 34 ans, elle n'est ni belle ni laide. Un peu vieillie par 5 enfants. Impressionnée par la réussite sociale de son mari, elle lui obéit en tout. Elle ne comptera guère dans l'histoire avant sa conclusion, et nous passerons rapidement sur ce personnage pour en arriver à quelque chose de plus intéressant, la mort de Miss Barrow. Miss Barrow tombe malade le 1er septembre 1911. À Londres, c'est la canicule. C'est la fin d'un été si chaud que la météo anglaise en parle encore. Le médecin de la famille Seddon, appelé en consultation, est catégorique. Fièvre typhoïde, dit-il. Ce n'est pas étonnant avec cette chaleur. Ce que n'ose pas dire le médecin sur le moment, nous le dirons pour lui. L'incroyable désordre et la saleté repoussante qui règnent dans le logis de Miss Barrow ne font rien pour arranger les choses. Quelques bonnes centaines de mouches s'y promènent en toute quiétude. C'est une véritable invasion. Mais l'on a beau raisonner Miss Barrow, tout ce que l'on obtient d'elle, c'est la permission d'installer du papier tue-mouche un peu partout dans l'appartement. De plus, elle refuse les médicaments, c'est cher, et ne veut pas entendre parler de l'hôpital. Elle veut garder auprès d'elle son petit protégé. Pour la dernière fois, le 13 septembre, Miss Barrow reçoit la visite du médecin. Elle est au plus mal et dicte à Henry Seddon ses dernières volontés. Tous ses biens personnels, à Ernest, l'orphelin, et à sa propre sœur. Seddon étant nommé exécuteur testamentaire. À minuit, elle agonise. Madame Seddon s'installe auprès d'elle pour la veiller, tandis que son mari lit le journal et fume sa pipe dans son bureau. Il n'appelle pas le médecin. Il n'ira le voir qu'à l'aube pour lui demander un constat de décès et un permis d'inhumer. Voici maintenant, dans l'ordre chronologique, tout ce qui va paraître bizarre dans la mort de Miss Barrow, tout ce qui va faire que Henry Seddon et sa femme vont se retrouver accusés de meurtre par la famille de Miss Barrow. Cette famille qu'elle ne voulait plus voir de peur qu'elle lui prenne ses économies. Le premier épisode se passe au commissariat de police au cours d'une confrontation entre la sœur de Miss Barrow et Henry Seddon. C'est la sœur qui parle. Elle est agressive. Son adversaire est calme. « Mais il ne nous a pas prévenus, ni de la mort, ni de l'enterrement. » « J'ai envoyé une lettre. J'en ai un double à votre disposition. »« Il a envoyé le petit Ernest au bord de la mer avec ses autres enfants. Il ne voulait pas qu'il parle. » Cet enfant avait besoin d'air. N'importe qui le comprendrait facilement. Il dit qu'il n'a pas trouvé d'argent chez ma sœur. 9 livres et 20 shillings, c'est tout. Elle m'avait fait placer le reste, et je lui versai une rente. Il n'a donné que 4 livres pour l'enterrement, et encore il a touché une commission de 12 shillings des pompes funèbres. C'est normal. C'est moi qui les avais prévenus. Quelqu'un l'a vu compter de l'or le jour de la mort de ma pauvre sœur. Madame, je fais ça toute la journée. C'est mon métier. Bref, de détails sordides en détails sordides, vrais ou faux, la famille entière de Miss Barrow, d'une seule voix, accuse. « Il l'a empoisonné !» « Bon, dit le commissaire. Nous allons voir ça. C'est vite vu par un expert chimiste. Le corps de Miss Barrow contenait encore 2 grains d'arsenic, c'est-à-dire largement la dose mortelle. Étant donné que le poison a été rapidement absorbé, on peut en déduire que la victime a ingéré au total 5 grains d'arsenic. Il s'agit d'un empoisonnement criminel. Voilà. Cela se passait le 4 décembre 1911 et Henry Seddon fut arrêté le jour même. Quelque temps plus tard, en 1912, sa femme était également arrêtée sur présomption de complicité. En effet, l'enquête avait établi qu'à diverses reprises, elle avait changé en or de l'argent ayant appartenu à Miss Barrow et sous un faux nom. Petite histoire d'empoisonnement, direz-vous, la cupidité et l'avarice ont mené jusqu'au meurtre. C'est possible, mais comment? Comment Miss Barrow a-t-elle avalé de l'arsenic? Car elle en a avalé une dose mortelle, c'est certain.
Il ne s'agit pas ici de l'éternelle discussion à propos de l'arsenic, dose naturelle ou pas. On a bel et bien empoisonné Miss Barrow. Bien entendu, comme dans tout procès d'empoisonnement à l'arsenic, on se met bientôt à couper les cheveux en 4. Et ce n'est pas une image. L'accusation affirme que le poison a été donné en 24 heures. La défense prétend que c'est un empoisonnement lent et accidentel. Mais d'où vient le poison? C'est là, vous voyez, que ce dossier est bizarre. Souvenez-vous, je vous l'ai dit à propos de Miss Barrow en vous la décrivant. Elle est extrêmement désordonnée, son appartement est sale. Si sale, surtout pendant sa maladie, que des centaines de mouches s'y ébattent à leur aise. Le médecin lui-même en a été horrifié et il le rapportera au procès. Alors que faisait-on contre les mouches en 1910? Oh, beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Ce n'était ni joli, ni pratique, ni très hygiénique, mais on n'avait que ça. Le papier tue-mouche. Ces rouleaux de papier enduits de colle et de poison sur lesquels venaient se prendre les pattes des mouches. Et l'on disait bien aux enfants de ne pas y toucher, à cause du poison, à cause de l'arsenic. Ce papier tue-mouche, Madame Seddon était soupçonnée d'en avoir acheté chez le droguiste voisin. Et l'on supposait qu'Henry Seddon l'avait administré en tisane à Miss Barrow, ce qui avait provoqué sa maladie et sa mort rapide. Le médecin qui avait tenté de la soigner et lui avait rendu visite 11 fois à son domicile, continuait d'affirmer quant à lui que sa malade avait bien souffert d'une typhoïde épidémique. En réalité, nous le savons maintenant, les experts qui examinèrent les cheveux de Miss Barrow à l'époque du procès se trompaient lourdement dans leurs conclusions. Et pourtant, ils avaient fait une expérience concluante à leur avis. Les cheveux de la victime étaient imprégnés d'arsenic jusqu'à la pointe. Pour prouver qu'il fallait une dose mortelle, on avait fait l'expérience sur d'autres cheveux coupés qu'on avait trempés dans un bain d'arsenic et qui s'étaient imprégnés jusqu'à la pointe. Ceci par un phénomène bien connu maintenant, la capillarité. Or, normalement, lorsqu'un sujet meurt empoisonné, la progression de l'arsenic s'arrête en même temps que sa vie. Suivez-moi bien, c'est un peu compliqué. Si les cheveux de Miss Barrow étaient imprégnés jusqu'à la pointe, c'est qu'ils avaient trempé dans un liquide empli d'arsenic après sa mort, entre son enterrement et l'exhumation. Autrement dit, l'expérience accablante pour Henry Seddon au moment du procès ne voulait rien dire. Alors on pouvait penser tout bêtement à l'accident. En effet, Miss Barrow avait l'habitude de déposer le papier tue-mouche dans des assiettes qui lui servaient également à se nourrir. Compte tenu de sa propreté plus que douteuse, n'avait-elle pas absorbé lentement de l'arsenic en mangeant dans des assiettes mal lavées ou pas lavées du tout? Les deux accusés, Henry Seddon et sa femme, avaient d'ailleurs reconnu qu'ils avaient acheté eux-mêmes de ce fameux papier tue-mouche pour en mettre chez la malade. Et Henry Seddon d'ajouter « Mais c'était si sale, si répugnant, si plein de mouches, que n'importe qui à notre place aurait fait la même chose. Nous en avons même mis dans une soupière. Si on avait pu, on en aurait mis partout. » Miss Barrow faisait-elle la vaisselle? On peut penser que non. Alors, elle s'est empoisonnée toute seule. Seulement à l'époque, l'expérience soi-disant concluante des experts impressionna les jurés. De plus, le comportement d'Henry Seddon, froid, avare, sûr de lui, ayant réponse à tout, ne fit rien pour l'aider. Personne n'admit qu'il ait gagné 12 shillings de commission sur le contrat d'enterrement de Miss Barrow. Cela n'avait pourtant rien d'étrange, venant d'un avare comme lui. Pourtant, cet avare déclarait lui-même, car c'était aussi un homme d'affaires. On ne devient pas assassin pour récupérer une rente de 3 livres par semaine. On utilise le capital d'un rentier vivant. C'est tellement plus intéressant. Mais Henry Seddon ne plaisait pas aux jurés. Et bien qu'il eût joué sa dernière carte de franc-maçon, bien qu'il eût fait appel en cour de cassation, bien que 300 000 signatures aient demandé son acquittement, bien que ses défenseurs aient supplié le ministre de l'Intérieur d'accorder sa grâce,
il fut pendu. Le 18 avril 1912, à la prison de Pentonville. Le jour de son exécution, plus de 7000 personnes qui doutaient de sa culpabilité entouraient la prison. L'exécution d'Henry Seddon ne mit pas fin à cette histoire extraordinaire. En effet, quelques mois après, sa femme, dont nous n'avons pas beaucoup parlé jusque-là, devint à son tour le point de mire de l'opinion et de la presse anglaise. Il faut bien dire qu'elle s'était remariée un peu rapidement, et son acquittement avait paru bizarre, si l'on veut bien se rappeler que c'était elle qui avait acheté, chez le droguiste du quartier, le fameux papier tue-mouche. L'accusation avait un peu trop oublié ce personnage falot pour se consacrer à Henry Seddon, dont le caractère était beaucoup plus intéressant. Et oui, l'ex-madame Seddon fit publier, moyennant une forte somme, une confession bien étrange dans l'un des plus grands hebdomadaires londoniens. Elle affirmait dans cette confession avoir vu son mari recueillir l'arsenic qui se trouvait sur le papier tue-mouche et le verser dans le thé destiné à Miss Barrow. Bien entendu, si elle n'en avait pas parlé à l'audience, c'est que son mari l'avait menacée de la tuer si elle ouvrait la bouche. Elle ajoutait qu'Henry Seddon l'avait rendue extrêmement malheureuse et réduite à l'esclavage, et pour conclure, elle demandait à l'opinion publique de cesser de la considérer comme une criminelle. Eh bien, l'opinion publique la considéra comme une criminelle, car ce n'est pas tout. 2 semaines après cette confession, elle en publiait une autre, dans un autre hebdomadaire, disant que ses aveux avaient été inventés, qu'elle n'avait rien vu, rien dit, mais qu'elle considérait comme normal le verdict de la cour d'assises. Très peu de temps après, elle s'embarquait avec son nouveau mari pour oublier tout ça, en Australie. Henry Seddon, avant sa mort, s'était contenté, lui, de déclarer « Personne n'a eu pitié de moi. Je suis la victime d'une injustice et ma mort sera un meurtre judiciaire. Si on enlève à un accusé le bénéfice du doute auquel il a droit, la justice n'a plus aucune excuse si elle se trompe et exécute un innocent. Mais je préfère la mort à un emprisonnement à perpétuité. » Que l'on soit persuadé ou non de la culpabilité d'Henry Seddon, il faut bien reconnaître une chose, c'est que cet homme intelligent avait mis le doigt sur le point faible de son procès, le bénéfice du doute. Lorsque les jurés anglais condamnent, ils doivent le faire sans aucun doute possible. Ce qui est extrêmement gênant, c'est que le bourreau, lui aussi, exécute sans aucun doute possible. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. C'est une histoire exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui. Une histoire exceptionnelle parce qu'elle aurait pu être un merveilleux roman, un rêve, une histoire, comme les journalistes spécialisés dans les faits divers princiers à l'eau de rose n'en trouvent qu'une fois dans leur carrière. Une histoire exceptionnelle aussi par le ratage monumental qu'elle représente et la banalité, la pauvreté, je dirais même le côté sordide des sentiments qui ont gouverné les personnages et notamment l'héroïne. De plus,
Cette histoire n'est pas très ancienne. Elle se déroule dans des lieux, dans des quartiers, dans des villes que nous connaissons bien, et c'est aussi ce côté proche, quotidien, qui saisit un peu. Cette femme, dont nous allons suivre l'aventure, devait nécessairement, d'une manière ou d'une autre, boucler de façon remarquable son odyssée dans la vie. Or, quoi qu'elle fît, toutes ses tentatives pour sortir d'une profonde médiocrité, tous ses efforts pour arriver à vivre enfin le destin que la fortune semblait lui apporter, tout ce qu'elle put faire pour essayer de vivre comme les gens du grand monde qu'elle côtoyait presque indûment, tout cela échouait lamentablement. Alors il fallait un jour un geste exceptionnel, un geste qui marque. Ce geste chez les faibles et les désespérés, c'est souvent le crime, l'attentat à la vie, la suppression d'une existence, la sienne ou celle d'un autre. Et ce geste qui a fait les grands drames, les grandes tragédies, ce geste, cette femme l'a accompli. Or, vous allez voir que même là, c'est encore un échec. Lady Owen se tient droite sur le perron de la villa de Mareil Marly. La porte s'ouvre. Et soudain, le temps perd sa fluidité. Les dixièmes de seconde s'écoulent avec peine, au ralenti. Oui, c'est cela, le temps devient visqueux. Les gestes se font avec une incroyable lenteur alors que les pensées vont très très vite. Des heures, des semaines entières peuvent se dérouler dans votre tête le temps que vous leviez un doigt. La porte de la villa de Mareil Marly s'ouvre et Lady Owen voit le battant qui démasque une petite femme souffreteuse et sans grâce, avec des mains et des joues presque transparents. En face d'elle, dans le contre-jour, la petite femme maigre et souffreteuse voit une large silhouette, une femme altière qui se tient droite, des épaules rondes sous la cape de haute couture, une poitrine opulente, des cheveux éclatants. La porte est maintenant ouverte en grand. Les deux femmes sont face à face, si près qu'elles sentent leur respiration. Lady Owen respire une bouffée médicamenteuse. Aux narines de la petite femme parvient un mélange de parfums coûteux et une haleine empestée par l'absinthe. La petite femme éprouve aussi la dureté d'un regard froid, dirigé sur sa poitrine. Lady Owen tient entre ses mains un mouchoir de soie bleue qu'elle lâche et qui tombe lentement, très lentement vers le sol. Le mouchoir tombe avec une incroyable lenteur. Il met peut-être une seconde entière à tomber, mais comment savoir, avec ce temps devenu tout d'un coup visqueux? Le mouchoir a démasqué le méchant museau d'un Browning, un pistolet automatique. Dans le dixième de seconde qui suit, les muscles de la main de Lady Owen se contractent. L'index se courbe un peu plus, la détente s'enfonce. Le chien de l'arme parcourt les 4 millimètres qui le séparent du percuteur. La petite pointe d'acier s'enfonce et frappe le cuivre de la douille. La balle part en tournoyant dans le canon rayé, sort de l'arme, suivie par la courte flamme des gaz. Le morceau de plomb se propulse vers la petite femme qui vient d'ouvrir la porte. La balle parcourrait 250 mètres en une seconde. Elle n'a qu'1 mètre à faire pour atteindre son but. Elle pénètre le chemisier, puis la peau, les os, la chair. Elle est déjà à l'intérieur du corps lorsqu'on entend enfin la détonation. Avec ce premier coup de feu, Lady Owen a tué la petite fille qu'elle fut, Edmé Nodo. Edmé Nodo est la fille d'un commandant en retraite, secrétaire principal à la mairie du Havre. Edmé est née du second mariage de son père, et elle grandit dans la stricte grisaille de la petite bourgeoisie de province
où tout ce qui est la marque d'une quelconque originalité est sévèrement réprimé et censuré, sauf lorsqu'on est une dame, que l'on a un nom, une particule. À ce moment-là, la bourgeoisie regarde de loin et accepte tout. Mais Edmé n'a pas de nom. Nodot, c'est un simple patronyme. Un nom, cela est toujours précédé d'un titre. Mais le père Nodot est finalement plutôt large d'esprit, et pour le marquer, il émancipe sa fille à 16 ans. En même temps, il envoie Edmé en Angleterre pour parfaire son éducation, mais comme il n'a pas de quoi lui payer de belles études, il la fait engager comme jeune fille au père. Elle n'aura pas de problème de logement ni de subsistance. En échange, elle pourra donner des leçons de français et d'élégance française. C'est le degré suprême de l'élégance chez les riches anglais que d'être à l'heure de Paris. Edmé vient du Havre, bien sûr, mais la différence n'est pas bien grande. Oui, la première balle tirée par Lady Owen a fait disparaître une fois pour toutes l'enfance grise de la petite Edmé Nodot au Havre. La petite femme maigre et souffreteuse a maintenant un trou dans son chemisier, et elle part en tournoyant sous l'impact. Le sang n'a pas encore commencé à jaillir par les lèvres de la blessure que déjà le second projectile a quitté l'arme. Cette seconde balle, elle sera pour la supérieure du pensionnat anglais, pour cette vieille fille, rigide, sévère. « Miss Nodot, vous quitterez notre établissement dès aujourd'hui, c'est tout. Vous pouvez vous retirer. » Voici Edmé seule et pleurant de rage, tandis qu'elle marche dans le couloir aux boiseries glacées du pensionnat. La voici sans travail, livrée à elle-même, en Angleterre. Naturellement, la vieille a choisi la solution la plus expéditive pour éviter à son institution le moindre risque de scandale. Mais pourquoi le scandale? Qui a dénoncé Edmé? Elle ne faisait pas de mal pourtant, et cette affection qu'elle attachait à la jeune surveillante du dortoir était toute de pureté et d'amitié, enfin. Presque. Mais elle avait de si beaux cheveux roux et une peau tellement laiteuse. Voici donc Edmé livrée à elle-même, sans travail, en Angleterre. Elle sera institutrice, ici et là, Liverpool, Manchester et puis Londres. Londres? Voici Mr. Owen. Mr. Owen, sexagénaire, directeur de la firme Offit & Company, export-import pour l'Inde occidentale. Mr. Owen, veuf, père de 2 enfants. Il a 36 ans de plus qu'Edmé, mais il est si gentil et surtout si terriblement riche. Edmé devient Mrs. Owen en 1915. C'est la guerre, oui, la guerre et le désordre dans les têtes et dans les familles. C'est la guerre qui préoccupe la haute bourgeoisie fortunée de Grande-Bretagne. Qui est Edmé Nodot? D'où vient la nouvelle Madame Owen, la femme du riche négociant? Personne ne se pose la question, et à la fin du conflit mondial, les gros messieurs à cigares et les sèches dames emperlées auront un moment la tentation de se frotter les yeux en se demandant si ce qu'ils voient est vrai. Une petite Française, sortie de nulle part, une petite Française avec des joues rouges de Normande, qui est assise là, sans façon, sur les canapés victoriens et qui discute d'égal à égal en laissant refroidir sa tasse de thé. Une petite Française qu'il va même bientôt falloir appeler « My Lady ». Oui, « My Lady ». Lady Owen. Car le richissime Monsieur Owen a été fait chevalier par le roi pour service rendu au pays à titre civil. Un peu plus sèche, semble-t-il, que les 2 précédentes, la 3e détonation a retenti sur le seuil de la villa de Mareil-Marly. La culasse impeccablement graissée du Broadwing tout neuf a reculé prestement, éjectant la douille et amenant le projectile suivant dans la chambre, à l'entrée du canon. Déjà, la 3e balle de plomb s'enfonce dans la poitrine de la petite femme malingre, qui n'en finit pas de tourner sur elle-même sous la force des impacts, dans une valse ridicule et tragique. Avec cette 3e balle, Lady Owen, vous venez de tuer d'un coup toute cette ennuyeuse bourgeoisie anglaise. Vous venez d'envoyer dans l'au-delà de votre oubli tous ces commerçants enrichis qui tremblaient de jalousie devant votre noblesse toute neuve, Lady Owen. Oui, Lady Edmé,
Vous voilà lancé dans la vraie vie de la gentry internationale, avec sur les portières de votre Rolls les armoiries d'un mari trop vieux et dans votre corps la chaleur bouillante de la jeunesse. Emprisonné dans le flot de ce temps devenu visqueux, dans ces quelques secondes qui n'en finissent pas sur le seuil de la villa de Mareil-Marly, vous regardez cette petite femme chétive, titubée sous les balles que vous lui logez dans la poitrine. Mais en vérité, Lady Owen, ces balles ne sont pas encore destinées à la petite femme elle-même, mais à tous ceux qui ont fait de votre vie un échec permanent. Pour qui sera le 4e projectile? Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Lady Owen a des amants, Lady Owen a des manteaux, Lady Owen a des autos, Lady Owen a des châteaux. On dirait une chanson populaire, mais Lady Owen s'ennuie, alors Lady Owen a des amants. Le premier est un coroner, un fonctionnaire de la justice britannique. Cachez-vous, Lady Owen, ou votre mari va le savoir. Son mari le sait. Mais il sait aussi qu'il a 36 ans de plus que son épouse, et c'est un gentleman. Ma chère amie, je ne saurais trop vous conseiller de vous méfier des méchantes langues. Nous fréquentons des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de dire tout le mal qu'ils peuvent sur leurs amis. Oui, Sir Owen est un homme pacifique, désabusé. Mais peut-être sa jeune femme a-t-elle besoin de distraction. C'est que nous sommes en 1922, dans un monde encore avide de plaisir, après les années sombres de la guerre. Et puis une jeune femme qui fait gentiment scandale, ce n'est pas mal porté dans la haute société. D'ailleurs, regardez, cette année, ce sont les rameurs de Cambridge qui ont gagné contre Oxford, devant le prince de Galles, grand amateur de ces manifestations. Edmé aussi est enthousiaste devant cette équipe de beaux hommes harmonieusement musclés par le sport, si enthousiaste qu'elle monte sur une table pour les acclamer. Et qui va donner le signal des rires et des applaudissements, de cette acclamation qui ne va pas aux sportifs, mais à la jeune lady excentrique? C'est le prince de Galles lui-même. Et quand le prince de Galles applaudit, on aurait mauvaise grâce à se choquer. Lord Owen eut la présence d'esprit de mourir comme il avait vécu en gentleman. Il quitta la scène juste au bon moment pour étouffer le scandale, et il laissa une veuve, jeune, libre et riche. Et maintenant, c'est Paris, c'est Deauville, c'est Cannes, Monte-Carlo. Elle laisse son hôtel de Londres pour ses 2 ou 3 garçonnières parisiennes, sa suite en permanence retenue au Plaza Athénée, avenue Montaigne. Quand elle rentre vers 7 heures du matin en emmenant dans sa Rolls un danseur mondain, un boxeur en rupture de contrat ou une entraîneuse de luxe, elle repose sa tête fatiguée sur les coussins de cuir anglais et elle passe machinalement sa main dans la toison de ses 2 caniches qu'elle a fait teindre en bleu ciel, ou dans celle plus drue, sur la tête de son petit Gregorini, son Argentin qui est là, toujours là, souriant et tendre. Est-elle pervertie, Lady Owen? Est-elle dévoyée? Même pas. Elle vit. Elle tente de continuer à exister dans ce monde où rien ne signifie plus rien, où tout est trop facile, et finit par ne plus exister à force de vous fuir entre les doigts. Et voici la 4e balle, surgit du petit Bronwyn tout neuf. Par terre, dans le hall de la villa de Mareil-Marly, il y a le mouchoir de soie bleue qui finit de tomber, et il y a aussi la petite femme maigre qui a touché le sol durement. La 4e balle tirée par Lady Owen secoue ce corps déjà allongé. La 4e balle tirée par Lady Owen vient d'effacer toute cette période de vie dissolue, de vie sans aucun sens. D'un coup, avec cette 4e balle, disparaissent les nuits folles et vides, les garçonnières, les voyous et les champagnes. Lady Owen est maintenant sur la table de massage rue de Miromesnil à Paris, dans la clinique physiothérapique du docteur Gastaut, un endroit tranquille où Lady Owen vient essayer de rattraper sa jeunesse qui s'enfuit, car Lady Owen a grossi. La peau fraîche de la petite institutrice normande, les muscles durs et longs de la lady sportive, tout cela a disparu dans les excès de vie déréglés, tout cela s'est perdu au milieu des langoustes en sauce, des cigarettes russes et du champagne 1911. Lady Owen n'est plus qu'une femme un peu grosse, que menace une quarantaine mal préparée. Voilà pourquoi la rue de Miromesnil, voilà pourquoi la clinique de luxe du docteur Gastaut. Oh, il n'a rien d'un Don Juan, rien d'un séducteur, ce petit homme de 47 ans, dont les cheveux grisonnants sont partagés par une raie au milieu. Mais déjà, Lady Owen ne peut plus se passer de lui, et cette fois, elle aime. Pour de bon. Le docteur Gastaut est marié, bien sûr, mais au bout de 2 semaines, il lui parle déjà de divorce. Au bout de 3 semaines, il parle de radio, de TSF. Il est mélomane, le docteur Gastaut, et il se tient au courant de l'actualité. Le valet de Lady Owen livre chez lui un poste récepteur, un meuble magnifique, 14 000 francs.
Il est élégant, le docteur Gastaut, toujours tiré à 4 épingles. Justement, cette épingle de cravate qu'il avait regardée chez Cartier, cette épingle de cravate, la voilà, avec sa grosse perle. 44 000 francs. Pour son bureau, cette garniture, 15 000 francs, et aussi cette jolie pendule. Nous sommes en 1929, cela fait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que l'argent pour Lady Owen? Qu'est-ce que l'argent en comparaison de ce qu'elle a noté dans son carnet à la date du 22 juillet? C'est un gros carnet, un carnet très épais que Lady Owen avait acheté pour y noter ses bonnes fortunes. Mais ce carnet est presque vide depuis le 22 juillet 1929. Ce jour-là, avec le docteur Gastaut, ce fut la première fois. Et depuis, Lady Owen ne vit plus que pour lui. Il a besoin de 100 000 francs pour agrandir sa clinique et aussi pour sa comptabilité personnelle. Voilà les 100 000 francs. Il aime les voyages? On voyage pour un week-end, pour une semaine. Et à chaque fois, il n'oublie pas de rapporter un joli cadeau. Pour sa femme. Lady Owen paie, comme elle continue de payer les factures que lui envoie la clinique pour sa cure d'amaigrissement. 1 an. Cela dure 1 an. Et brusquement, le docteur se lasse. C'est juillet 1930. Je n'en veux plus, dit-il. Non, il ne veut plus de Lady Owen. Elle essaie tout pour le garder, les supplications. Et puis un pauvre chantage. Rends-moi les 100 000 francs que je t'ai prêtés. Le docteur fait un chèque de 20 000 francs. Il y a un début à tout, même si le chèque est un peu post-daté. Il lui envoie un ami, le docteur Bernard, pour lui signifier la rupture définitive. Alors pendant 2 heures, Lady Owen hurle de désespoir, elle déchire ses draps, puis elle prend le téléphone. « Je te tuerai. Je tuerai ta femme. Je me tuerai. » Nous sommes le 23 juillet 1930. 11 heures du matin. Lady Owen se calme. Elle va chez son armurier au rond-point des Champs-Élysées. Sur le comptoir, on dispose devant elle plusieurs armes, certaines à barillet, d'autres automatiques. Voici le petit Browning avec son méchant museau au reflet bleu corbeau. Elle le tient en main. C'est une arme plaisante. Lady Owen se lève, passe devant les vitrines, prend le petit escalier au fond à droite, celui qui mène au stand de tir en sous-sol. On lui remplit le chargeur, et elle place sans hésiter toutes les balles dans la cible, à la place du cœur, sur la silhouette de tôle dressée au bout du stand. La voilà maintenant avec le Browning dans son sac, sur le trottoir de l'avenue Franklin Roosevelt. Elle entre quelque part, téléphone au docteur Bernard, l'ami du docteur Gastaut. Elle lui dit « Je suis décidée. Je vais me tuer aux pieds de Madame Gastaut. » Puis elle va déjeuner, après quoi elle avale 2 absinthes, et la voilà partie dans sa voiture avec sa femme de chambre Alice, sa meilleure amie, une brunette, qui la tutoie et l'appelle « ma chère petite lady ». Dans la limousine, Lady Owen revoit sa dernière scène avec le docteur Gastaut, quand elle lui a annoncé qu'elle pensait bien être enceinte, quand le docteur lui a dit qu'il préférait rester avec sa femme, quand Lady Owen, en claquant la porte, lui cria « Tu me retrouveras à la morgue !» Elle imagine cette femme que le docteur a épousée il y a si longtemps. Cette femme presque toujours malade et qui ne supporte pas l'air de la capitale. Elle imagine cette femme dans sa villa de Mareille-Marly. Et sur ses genoux, Lady Owen tient un mouchoir de soie bleu et le Browning dans le mouchoir bleu. La voiture s'est arrêtée devant la villa. La lady en descend avec son mouchoir bleu. Voici la grille, voici le jardin, voici l'escalier et voici le perron. Et la porte qui s'ouvre, et sur le seuil, devant Lady Owen, cette petite femme pâle et maigre, cette petite femme auprès de laquelle veut retourner le docteur Gastaut, le seul amour de Lady Owen. Alors Lady Owen lâche le mouchoir bleu, démasque la méchante gueule du petit Browning tout neuf. Avant que le mouchoir n'ait touché le sol, Lady Owen a déjà tiré. Aux 3 premières balles reçues dans la poitrine, la petite femme maigre a tournoyé sur elle-même. Elle est tombée à terre. La 4e balle l'a touchée alors qu'elle est allongée sur le carrelage. Avec les 4 premiers projectiles, Lady Owen a supprimé tous ceux qui ont fait de sa vie cette chose ratée. Et la 5e balle. Oui, la voilà la 5e balle. Elle sera pour toi. Toi, la petite femme maigre à laquelle le docteur Gastaut tenait plus qu'à moi. Plus qu'à moi, Lady Owen. Et la lady tend le bras et tire la 5e balle. Mais la 5e balle, presque à bout portant, manque la petite silhouette rabougrie. La 5e balle frappe le carrelage et ricoche. La 5e balle va se perdre en sifflant quelque part dans la maison.
Lady Owen a tout manqué. Elle a manqué une existence de petite institutrice sage en Normandie. Elle a manqué sa vie de bourgeoise. Elle a manqué sa folie de femme riche. Et elle a manqué son crime. Car tenez-vous bien, la petite femme brune survivra à ces 4 terribles blessures dans la poitrine. Lady Owen a manqué la 5e balle. Lady Owen a tout manqué. Et c'est quand même Edmé Nodo que l'on conduira devant les policiers, puis devant la cour d'assises de Seine-et-Oise, le 23 février 1931. 5 ans de réclusion, transformés bientôt en 5 ans de prison. Voilà le châtiment de Lady Owen. Et puis 2 ans plus tard, le 14 mars 1933, en page 3 du journal L'Humanité, cet article. Lady Owen vient d'être graciée par le président Lebrun. On est Lady ou on ne l'est pas. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Une fois n'est pas tout à fait coutume, avant de vous faire connaître ce dossier, permettez-moi de l'ouvrir à l'avant-dernière page. Oh, je sais que ce n'est pas bien, il ne faut jamais regarder les dernières pages d'un livre que l'on veut lire. Il ne faut jamais entrer dans une salle de cinéma permanent à la fin du film que l'on veut voir, il ne faut pas. Mais c'est tentant. Alors faisons-le, une fois n'est pas coutume. Un homme dort sur un canapé. Ce canapé est américain, l'homme aussi. D'ailleurs, l'histoire est américaine. Nous sommes le dimanche 30 août 1970. L'homme qui dort sur le canapé est jeune, 26 ans, plutôt beau garçon. Il ne dort que d'un œil, guettant les bruits de la maison, sursautant au moindre craquement, nerveux. Le canapé est inconfortable. Il sert rarement de lit. De plus, l'homme n'est pas chez lui, mais dans une maison appartenant à un couple de ses amis. La jeune femme lui a installé, tant bien que mal, des coussins multicolores sous la tête, pas de drap ni de couverture. L'homme dort tout habillé, en visite. Pour lui permettre de dormir, ses amis ont décroché le téléphone et fermé la porte du living room. Mais le silence et le repos sont longs à venir. L'homme s'agite de plus en plus. Il est environ 4 heures du matin à Rochester, dans l'État de New York. Finalement, l'homme se lève en silence et dans le noir. Il cherche à tâtons une lampe, ne la trouve pas et tire les rideaux pour avoir un peu de clarté. On peut se demander ce qui se passe dans la tête de cet homme qui regarde la rue d'une fenêtre du 12e étage d'un immeuble de Rochester dans l'État de New York. On peut se le demander en effet sans grand espoir de deviner. De toute façon, ce qui lui passe par la tête est bien au-delà de toute imagination. Ce qu'il va faire aussi dépasse l'imagination. Si quelqu'un de votre entourage a déjà essayé de faire ça, demandez-lui vite pourquoi, il serait intéressant de le savoir. L'homme retourne près du canapé, il ôte sa chemise, il s'assoit sur le canapé, ôte ses chaussures, puis ses chaussettes, qu'il jette en travers de la pièce. À nouveau debout, il ôte son pantalon, il ôte son slip. Sans aucun doute possible, l'homme est maintenant entièrement nu. Que va-t-il faire? Là encore, on peut se le demander pourquoi cet homme,
qui était couché tout habillé sur un canapé dans un appartement de Rochester, État de New York. Pourquoi cet homme s'est-il relevé pour se déshabiller? Il n'a pas trop chaud? Il n'a pas l'intention de commettre un acte licencieux ou libidineux, non. S'il est planté là, tout nu, dans ce living room, c'est qu'il a une raison, bien sûr. Il marche à travers la pièce jusqu'à la porte de la cuisine, silencieusement. Il ouvre la porte de la cuisine et se dirige vers le réfrigérateur. Ce dimanche soir, 30 août 1970, à Rochester, dans l'État de New York, un homme nu ouvre la porte d'un réfrigérateur. Il est grand et il est plein, ce réfrigérateur, de choses diverses, réparties sur 4 étagères. L'homme les prend une à une et les transporte sur la table de la cuisine. Il fait tout ça soigneusement. Les conserves sont empilées les unes sur les autres, les bouteilles alignées. Maintenant, le réfrigérateur est vide. L'homme éteint la lumière dans la cuisine et considère un moment la faible lueur bleue à l'intérieur du meuble. Une légère vapeur de froid s'en échappe. Puis, il s'assied sur le fond du réfrigérateur. Replie ses jambes, pivote sur lui-même et se cale tant bien que mal à l'intérieur. Sa tête touche le compartiment à glaçons. Il ne reste plus qu'à tendre le bras pour attraper la porte et la faire claquer d'un seul coup. Ce n'est pas facile. À la 3e tentative, enfin la porte claque avec un bruit mat. Il est aux environs de 4h30 du matin. À Rochester, dans un appartement au 12e étage d'un immeuble, un homme nu, de sa propre initiative, vient de s'enfermer lui-même dans un réfrigérateur en marche. Cela demande évidemment quelques explications. Nous allons maintenant reprendre les choses par leur début et remonter quelques heures plus tôt dans ce dimanche 30 août 1970 à Rochester, plus exactement à une 50aine de kilomètres de Rochester, au bord du lac Canandaigua. C'est un endroit de vacances et de week-end. Quelques maisons très belles, dispersées sur les bords du lac, qui accueillent les habitants des petites villes environnantes venus respirer le bon air. La maison de Gary et Connie Stone est une des plus belles. Le couple est jeune, les dollars ne manquent pas. Gary a 26 ans, il est industriel, fils d'industriel, américain bon teint, en apparence sans problème. Sa femme Connie en a 25. Elle est très belle, brune, grande, des cheveux coupés à la Jeanne d'Arc, des yeux brillants qui s'attardent volontiers sur les amis de son mari. Mais c'est une jeune femme étrange qui donne toujours le sentiment de vivre avec trop d'intensité, comme si la vie était trop courte, comme si elle devait s'arrêter du jour au lendemain. Cette sorte d'avidité permanente se traduit superficiellement par des excès jugés amusants par les amis du couple qui apprécient toujours les week-ends organisés au bord du lac. Lorsqu'on est invité chez les Stone, on est sûr de participer à une fête. Le whisky aidant, l'eau du lac paraît moins froide pour les baignades nocturnes. Ce dernier week-end d'août, la bande habituelle de joyeux drilles a envahi la maison. Gary Stone est seul pour les accueillir. Ben oui, Connie. Gary désigne le lac du doigt. Oh, elle a dû prendre le bateau ce matin pour faire un tour. Elle s'est réveillée avant moi, j'ai dormi comme un loir, je ne l'ai pas entendu se lever. Sur le lac Canandaigua, ce matin-là, une bonne vingtaine de voiliers se profilent à l'horizon. Connie doit être dans l'un d'eux. La matinée du samedi s'étire dans le chaud soleil du mois d'août, mais on se baigne peu. L'eau du lac est si glacée que plusieurs des invités n'y trempent guère que les doigts. À l'heure du lunch, Connie n'est pas rentrée. Gary s'inquiète un peu. Il confie rapidement ses invités à son meilleur ami Fred et annonce qu'il va faire le tour du lac pour interroger les riverains.
À son retour, il est très inquiet. Aucun des plaisanciers qu'il a rencontrés n'a aperçu sa femme. Son ami Fred et sa femme tentent de le rassurer. Connie est peut-être reparti à Rochester sur un coup de tête. Gary hoche la tête. Peut-être. C'est possible. Fred se décide à poser une question plus directe. Écoute, mon vieux, si vous êtes disputé, tu peux nous le dire. Veux-tu qu'on lui téléphone? Mais on ne s'est pas disputé. Il ne s'est rien passé, rien du tout. Je ne comprends pas. La seule solution est d'aller voir à l'appartement de Rochester à 50 km, car la maison de week-end n'a pas le téléphone. Gary y entraîne son ami Fred dans l'après-midi. Pas de Connie. La journée de dimanche s'écoule. La nuit passe. Sans nouvelles, les invités regagnent Rochester. Gary Stone reste seul avec son ami Fred. C'est là que commence réellement ce dossier extraordinaire. Gary Stone est bizarre. Si bizarre que son ami Fred hésite à le laisser seul. « Viens avec moi si tu veux. Tu coucheras à la maison. » Elle téléphonera sûrement. C'est comme ça que Gary Stone s'est retrouvé dans la nuit du dimanche 30 août sur le canapé de l'appartement de ses amis. C'est comme ça qu'il s'est levé à 4 heures du matin. Il a ôté son pantalon, sa chemise et tout le reste, vidé le réfrigérateur pour y entrer tout entier et refermer la porte sur lui. Étrange conduite de la part d'un homme qui apparemment n'a pas de problème. Le réfrigérateur va garder son secret le restant de la nuit. Et le lendemain matin, Fred et sa femme quittent sans bruit l'appartement pour aller travailler. Ils referment doucement la porte d'entrée pour ne pas réveiller Gary. Gary qui est censé dormir sur le canapé depuis la veille. Alors les heures passent. Le réfrigérateur ronronne sur son rythme habituel dans l'appartement désert. Aucun autre bruit. Le lundi après-midi, à 17h30, les amis de Gary Stone rentrent chez eux. Les vêtements de Gary sont toujours là, éparpillés dans le salon. Et c'est en découvrant sur la table de la cuisine le contenu du réfrigérateur que Fred, l'ami de Gary, se doute de quelque chose. Il se précipite vers l'appareil, ouvre la porte en grand. Gary est là, tout nu, recroquevillé, bleu, lamentable, mais vivant. Ah, vous pouvez facilement vous mettre à la place de Fred. Découvrir quelqu'un qui, la veille encore, paraissait normal, bien qu'un peu inquiet. Découvrir ce quelqu'un dans son propre réfrigérateur. Il y a de quoi s'asseoir une minute, le temps d'avaler sa surprise. Ensuite de ça, bien sûr, on secoue l'individu en question, on le frictionne, on lui donne des claques, on l'habille, on lui apporte quelque chose de chaud à boire, et on lui pose la question suivante. « Mais qu'est-ce que tu foutais là, nom de Dieu ?» Ce qu'il faisait là, Gary Stone l'explique à son ami d'une voix tremblotante. J'ai eu une vision. Écoute, c'est vrai ce que je dis, j'ai toujours eu un sixième sens. Rappelle-toi, j'ai prédit avec exactitude le jour de la mort de mon grand-père. J'ai su plusieurs semaines à l'avance la date de l'assassinat du président Kennedy à Dallas. Je sens ces choses-là, je les ai toujours senties. C'est horrible, ça me rend malade. Cette nuit, j'ai eu une vision épouvantable. J'ai vu un corps dans l'eau qui nageait loin. J'ai vu arriver l'étrave d'un bateau qui a heurté le corps. Et avant qu'il coule, j'ai eu le temps de voir un visage plein de sang. C'était ma femme. C'était Connie, j'en suis sûr. Je l'ai vue, tu comprends? Je l'ai vue! Je suis sûr qu'elle est morte. Elle s'est noyée. Fred, elle s'est noyée. Je ne pourrais pas le supporter. Gary a vraiment l'air lamentable. Il tremble de tout son corps. Fred a du mal à le calmer, à le raisonner. Enfin, tu es complètement dingue. Mais c'est pour ça que tu t'es mis dans le réfrigérateur, et pour te suicider. Tu voulais te suicider dans un réfrigérateur? Je voulais me tuer. Mais j'avais rien sous la main. Je savais pas comment faire. Puis j'ai pensé à Connie, toute seule dans l'eau glacée du lac.
Alors je me suis dit que ce serait bien de mourir comme elle, dans le froid. Vous pensez peut-être que je ne vous ai pas tout dit sur Gary Stone, que je vous ai caché ses antécédents paranoïaques ou quelque chose de ce genre. Pas du tout. Je ne vous ai rien caché de ce genre, rien. Maintenant, si vous pensez que c'est Gary Stone qui nous cache quelque chose, vous avez peut-être raison. En tout cas, son ami Fred et sa femme semblent prendre pour argent comptant les déclarations de Gary. Ne l'ont-ils pas trouvé dans leur réfrigérateur, eux-mêmes? Pourquoi aurait-il fait cela, s'il n'avait pas voulu réellement se suicider? Si bien que lorsque Gary demande « Ne parlez pas de tout ça à personne, je vous en supplie », eh bien, tous deux vont se taire. Ils ne vont rien dire à personne. D'autant plus qu'une telle révélation ferait rapidement le tour de la ville de Rochester, où les Stones sont bien connus, et il faut le dire, influents. Reste que Connie n'a toujours pas donné de ses nouvelles, et que sa disparition demeure mystérieuse. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le mardi, toujours sans nouvelles de sa femme, officiellement, Gary demande à son ami Fred de l'accompagner chez les parents de sa femme. Il pense que peut-être elle s'est réfugiée là-bas sur un coup de tête et qu'elle ne veut pas donner de ses nouvelles pour l'inquiéter un peu. Il semble redevenu calme, être débarrassé de ses idées de suicide et de ses visions de cauchemar. Fred l'accompagne, et sur la route du retour, n'ayant toujours pas de nouvelles de Connie, qui n'a pas paru chez ses parents depuis longtemps, Fred se décide quand même à demander « Bien entendu, tu as prévenu la police ?» « Non. »« Mais tu aurais dû commencer par là, au lieu de te faire des idées stupides et de t'enfermer dans mon réfrigérateur. »« Je ne veux pas qu'on jase. Tout le monde nous connaît, et puis je les connais, les policiers. Ils mettent leur nez partout. »« Tu vas le faire quand même. Mais si Connie a eu un accident, faudra bien y passer un jour ou l'autre. » Gary Stone se laisse entraîner de mauvaise grâce jusqu'au bureau du chef de la police locale, M. John Simbarry. John Simbarry est le type même du policier qui aime mettre son nez partout, justement. Il connaît bien la famille Stone. Il connaît bien Connie. Il trouve tout ça bizarre. Alors comme ça, vous avez nagé tous les deux dans la nuit de samedi à dimanche. À 4 heures du matin. Ah ben dites donc. Vous n'avez pas peur du froid, vous? S'il savait. Mais il ne sait pas. Il ne saura pas d'ailleurs, car Fred, qui assiste à l'entretien, ne raconte pas l'histoire du suicide manqué dans le réfrigérateur. Il a promis. Le chef de la police poursuit donc son interrogatoire, sans savoir qu'il vient de faire une réflexion incongrue. Vous êtes allé jusqu'où comme ça en nageant? Jusqu'au ponton du yacht club, à 500 mètres environ. Et puis? Oh ben j'ai dit à ma femme que j'étais fatigué et que je préférais rentrer tout de suite. Elle m'a répondu qu'elle me rejoindrait plus tard. Alors je suis rentré, je me suis couché et j'ai dormi. Quand les invités sont arrivés le lendemain matin, elle n'était pas là. Et ça ne vous a pas inquiété? Pas vraiment, non. J'ai pensé qu'elle était rentrée dans la nuit, que je n'avais pas entendu se coucher, ni se lever. Vous savez, ma femme est un peu bizarre. Elle fait parfois des choses assez déroutantes. Pour un premier interrogatoire, le chef de la police ne peut guère demander plus. D'ailleurs, il est trop tôt. Il ne s'agit pour l'instant que d'une demande de recherche. La police entame la procédure de routine. On drague le lac, on interroge, on convoque le mari, on le reconvoque. Une chose intrigue le chef de la police. Gary Stone a déclaré que sa femme était bizarre, qu'elle faisait toujours des choses déconcertantes. Donc, il semblait admettre la possibilité d'une fugue. Or, toutes les amies féminines de Connie interrogées se sont toutes accordées à déclarer « Connie est incapable de faire une fugue ». Et puis, il y a aussi la police d'assurance vie, 300 000 $. Évidemment, les Stones, en général, ne courent pas derrière les dollars, mais qui sait? Ou alors une histoire de jalousie. John Simbarry, le policier, décidément, va mettre son nez partout. Sur la pointe des pieds, car il ne peut pas traiter Gary Stone comme le clochard du coin, mais il fouine inlassablement autour du lac. Et c'est en fouinant qu'il apprend un jour que le bateau à voile de Gary Stone n'a pas bougé du quai depuis de longs jours. Et en tout cas, qu'il n'a pas bougé de tout le week-end de fin août.
C'est très important, ce que dit ce vieux pêcheur qui connaît tous les bateaux du lac. C'est très important parce que, au cours de l'une de ses déclarations, Gary Stone a dit « Le matin, lorsque les invités sont arrivés, Connie n'était pas là. Seulement aux invités, justement, ce matin-là, il a dit « Elle doit être en train de faire du bateau. » Alors de deux choses l'une. Ou Gary Stone n'a pas vérifié la présence à quai de son bateau, où il savait que Connie ne faisait pas de bateau et il a inventé ce prétexte. Mais de toute façon, il a menti. C'est l'occasion. Avec le témoignage du vieux pêcheur, c'est l'occasion de pousser un peu plus loin l'interrogatoire de ce mari curieux qui ne sait pas où est passée sa femme, ne s'en inquiète pas avant 24 heures et ne plaît pas beaucoup, il faut bien le dire, au policier John Simbarry. Ne lui plaît pas parce qu'il n'a pas dit une seule fois depuis des jours et des jours que l'on recherche sa femme. Non, il n'a pas dit une seule fois « J'ai peur qu'elle se soit noyée ». Et pourtant c'est logique. Puisqu'ils ont nagé ensemble tous les deux la nuit dans l'eau glacée, qu'il est rentré parce qu'il était fatigué, qu'elle est restée toute seule. Enfin, c'est logique de penser à la noyade. C'est Fred, l'ami de Gary, que le policier interroge tout d'abord. Dites-moi, vous ne trouvez pas étrange que Gary Stone ne parle jamais de noyade possible? Eh si, bien sûr. Fred trouve cela étrange, surtout sachant ce qu'il sait. Alors il va dire une partie de la vérité. Il va dire ce que lui a confié Gary à propos de ses visions, ce corps noyé qu'il a vu, ce visage ensanglanté qui était celui de Connie. Mais il ne parle pas encore de la tentative de suicide si extraordinaire de Gary. Veut-il protéger quand même son ami? C'est possible. Mais cela n'aide pas le travail du policier qui va passer encore de longs jours à cuisiner Gary Stone. Un grand pas est fait cependant, grâce au témoignage du vieux pêcheur et à celui de Fred, que Gary Stone réfute d'ailleurs avec force. Il est inculpé sous présomption de meurtre sur la personne de sa femme. Bien sûr, il y a la caution. Elle est versée sans délai et Gary, à peine inculpé, se retrouve dehors, en liberté provisoire. Bien que ce ne soit pas légal du tout et sans valeur devant un tribunal, on soumet Gary Stone au détecteur de mensonges. Cette machine, vous savez, qui enregistre les moindres réactions de l'organisme et perçoit les accélérations des pulsations cardiaques qui indiquent que l'on ment. En principe, cela marche, même chez les mythomanes les plus endurcis. Eh bien, ça ne marche pas sur Gary Stone. Gary Stone est innocent. Les journaux l'affirment. Son père l'affirme, sa mère, ses cousins, ses amis, tout le monde. Y compris lui, bien entendu. C'est simple. Il a quitté sa femme dans la nuit sur le ponton du lac. Il ne l'a pas revue depuis. Qu'on lui prouve le contraire. On va lui prouver le contraire. Le chef de la police décide d'employer les grands moyens. Or, pour lui aussi, c'est simple. Si Gary a tué sa femme et l'a noyée dans le lac, il a dû y aller en barque, c'était plus facile. Donc, il faut chercher une barque abandonnée sur le lac et fouiller dans un rayon suffisant autour de cette barque. On en trouve une, mais pas sur le lac Canandaigua, mais sur un lac voisin, le lac Canadis. Le chef de la police y envoie ses plongeurs équipés d'un système de repérage sonar ultra perfectionné. À 50 mètres de la rive, par 16 mètres de fond, presque au-dessous de la barque, les plongeurs découvrent un fût métallique complètement scellé. À l'intérieur, une femme presque nue, un fil de fer serré autour de la gorge, le crâne fracturé. C'est Connie Stone. Cette fois, Gary s'effondre. Il avoue tout. C'est une bien étrange confession. Écoutez. Connie voulait mourir, et elle voulait qu'il meure aussi. Connie avait peur de la mort, terriblement peur. Elle ne supportait pas de vivre en sachant qu'un jour elle mourrait, qu'il n'y avait rien à faire contre cela, qu'on n'y pouvait rien, rien, sauf décider soi-même de mourir pour en finir plus vite, pour ne plus attendre, peut-être jusqu'à 100 ans, de mourir enfin. Elle n'avait pas le courage de se suicider elle-même, alors elle a demandé à son mari de le faire, en lui faisant promettre de mourir lui aussi, après et de la même manière. Gary était d'accord. Il fit un pacte avec sa femme, un pacte sacré. Ce jour-là, veille du week-end, Connie lui a demandé de tenir son serment. Voilà ce que Gary raconte et il ajoute
Nous avons fait l'amour avant, car nous nous aimions. Puis, je lui ai mis des menottes. Je ne voulais pas la faire souffrir. Alors je l'ai arrosée d'éther pour l'endormir. Ensuite, j'avais prévu de la mettre dans le fût et de l'étrangler avant de le refermer. C'est ce que j'ai fait. Elle dormait, elle n'a rien senti. Cette fracture du crâne qu'elle a, c'est parce que je l'ai fait tomber à un moment donné. C'était trop lourd, mais je ne l'ai pas frappée. Dans l'usine que je possède à Rochester, il y a des machines spéciales et des chariots élévateurs. J'ai soudé le fût et je l'ai soulevé ensuite jusqu'à mon coffre de voiture. Quand je suis arrivé au bord du lac, j'ai eu beaucoup de mal à le sortir et à le mettre dans la barque. Je n'ai pas pu aller bien loin. C'est pour ça que vous l'avez retrouvée. Je ne voulais pas qu'on la retrouve, du moins avant que je sois mort moi-même. Seulement voilà. Gary Stone, qui avait su si bien faire disparaître sa femme, a été moins habile pour lui-même. S'enfermer dans un réfrigérateur pour mourir. Cela peut se concevoir à la rigueur, car si l'idée est étrange, on est sûr par contre de réussir, normalement. Et il y a eu malheureusement quelques accidents de ce genre avec des enfants. Personne ne peut résister plusieurs heures dans quelques mètres cubes d'air à 5 degrés. Alors comment se fait-il que Gary Stone ait résisté de 4 heures du matin à 17h30 de l'après-midi, soit 13h30, sans air? Difficile à croire, n'est-ce pas? Au cours du procès, l'attorney général le dira clairement. Cette affaire est bizarre. Mais je ne suis pas là pour déterminer à quel point elle est bizarre. Non, ce fut au juré de le dire, au bout de 9 heures de délibération. Ce sera la prison à vie pour Gary Stone à la maison d'arrêt d'Attica, tristement célèbre pour les émeutes qui s'y sont déroulées récemment. Voyez-vous, fou ou pas, selon l'un ou l'autre psychiatre qui l'ont examiné, oui, fou ou pas, Gary Stone, à notre avis, était malin. Il était sûrement très malin. Essayez donc de trouver une astuce pour fermer une porte de réfrigérateur de l'intérieur et pouvoir la réouvrir de temps en temps, juste pour voir si quelqu'un vient et va enfin vous découvrir, juste pour respirer aussi de temps en temps. Essayez d'y penser seulement. Vous verrez que ce n'est pas si simple. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.